Hein? Parce que, en fait, ce que fait le capitalisme, personnellement, il est idiot. Ici, la branche sur laquelle il est assis. Chaque capitaliste individuellement. Si c'est le capitalisme, c'est toujours prendre plus. À la limite, ils sont dans une logique, ils ont raison, ils prennent encore plus. Mais parce que c'est un peu, pour moi, j'ai l'impression que le capitalisme, issu aussi quand même, on a parlé d'intérêt de classe, mais il y a une espèce de caste à la fin qui représente, on va dire, les... Oui, mais pour prendre la terminologie marxiste, comment ils les appellent, les détenteurs du capital, voilà, qui sont à la fin les grands patrons et qui maîtrisent toute la planète. Oui, méprise. Mais il faut bien voir cette histoire de end bottom line. Hein? C'est ça le patron, c'est de la end bottom line. C'est le véritable patron. C'est-à-dire, c'est la ligne du résultat. Chaque manager, lui, il n'en a rien à foutre de rien. Ni de sac de caste, ni de lutte de classe, ni de politique, ni de rien. Lui, il est manager, son boulot, souvent d'ailleurs, il n'est pas le propriétaire de la boîte. Hein. Son boulot, c'est d'avoir cette end bottom line la plus élevée possible. Et le reste, il n'en a rien à foutre. Et donc, si pour avoir cette end bottom line la plus élevée possible, il va falloir qu'il travaille avec des cocos, qu'il aille investir et enrichir le pays du communisme, eh bien, il s'en fout. Il ne va même pas se poser la question. C'est-à-dire qu'il y a une limite à la solidarité entre patrons. Il y a forcément une limite, parce qu'ils sont quand même concurrents. Tu vois, ils sont quand même concurrents. Chacun est concurrent, chacun est l'ennemi. Moi, quand j'étais chef d'entreprise, je haïssais mes concurrents. C'était la haine. Tu comprends? Hein? Voilà. Bien sûr. Hein. Voilà. Donc je me battais. Être patron d'une petite entreprise qui fabrique des trucs, c'est une bagarre. C'est une bagarre de tous les instants. Une bagarre. Voilà. Donc moi, bon, j'ai fait de la politique, mais à la limite, si tu veux, le social, je m'en foutais. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de ne pas mettre la clé sous la porte. J'ai fini par mettre la clé sous la porte quand même. Mais ma bagarre de tous les instants, c'était que à chaque bilan, tous les ans, c'est de pouvoir exister et revenir l'année prochaine, quoi. C'est ça la bagarre de tous les instants. J'ai fait ça pendant... jusqu'à 2009, en 2009, ça y est, tout s'est écroulé, pour moi c'est terminé. Et maintenant je vis avec un minimum et je vis dans la difficulté, tu vois, alors que je vivais très bien avant. Donc on voit bien que l'acharnement de chacun à défendre son bout de gras, si tu veux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une tendance naturelle de ces sociétés justement capitalistiques énormes à monopoliser justement toute la production et finalement retirer aux indépendants leur outil de production? Alors, évidemment que je ne peux pas brosser d'un tableau exhaustif, c'est que le capitalisme est passé par une phase de monopolisme. Hein. Donc ça, c'est ce qui a permis justement à Lénine de décrire son livre « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme » et que l'impérialisme passe par une phase de monopolisation, d'abord, par concentration des entreprises, et que ces monopoles s'associent avec l'État, parce qu'au bout d'un moment, il y a ce que les communistes appelaient très bien le capitalisme monopoliste d'État, c'est-à-dire qu'on voit que toute cette société, Alcatel, machin, tout ça, ça vit avec l'État, ça vit avec les marchés d'État, les trucs d'armement, ça ne marche qu'avec l'État, et donc, et c'est très bien que tu me poses la question, parce qu'on va revenir au libéralisme. Rien n'est moins libéral que le capitalisme. Le capitalisme, c'est la négation absolue du libéralisme. Alors moi, je ne comprends pas comment des imbéciles, ça ne peut être que des imbéciles, prétendent qu'il y a un libéralisme, voire un ultra-libéralisme, qui veut encore moins dire, ça ne veut rien dire absolu. L'ultra-libéralisme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, il y a une phraséologie qui est utilisée par les crétins de gauche. Si tu peux mettre gauche avec crétin, ça va en même temps. Oui, on va avoir beaucoup de problèmes. C'est pas grave. Et donc, qui brouille les cartes complètement. Parce que cherche un capitaliste? Un capitaliste est intrinsèquement un anti-libéral. Pourquoi? Parce que
tu es dans la concurrence. Le libéralisme, c'est la concurrence. Ouais. Mais moi, je suis capitaliste, je hais la concurrence. Moi j'aimerais être tout seul à vendre mon produit. Si je suis tout seul, si j'ai le monopole, si j'ai pas à m'emmerder avec un abruti qui va vouloir vendre moins cher que moi, ça y est, je suis bien, je suis tranquille. Tu vois le truc. Donc, lui, la tendance du capitalisme, c'est justement le monopolisme d'État, si tu veux. Tu vois? Parce que ce monopolisme... Le capitalisme, il veut être étatiste. Il est étatiste, il veut être monopoliste. Là, on voit bien que les États-Unis, c'est bien l'inverse. Les États-Unis, c'est l'inverse d'un pays libéral. Enfin, c'est pas un pays libéral, les États-Unis. Tu vois, c'est un pays de monopole, c'est un pays qui s'attaque aux libertés individuelles. D'ailleurs, aux États-Unis, libéral, ça veut dire de gauche. Donc, tu vois, il y a que les crétins de gauche d'ici qui prétendent que libéral, c'est la droite. Moi, je suis abasourdi quand on parle de néolibéralisme aussi. Hein? On parle de néolibéralisme beaucoup. Tu peux dire néo, tu peux dire... Quand on parle de néolibéralisme, on pense à une école de pensée comme... Friedman, tu sais, les mecs, l'école de Chicago, etc. Mais c'est de la flûte, ils ne sont jamais libéraux. C'est-à-dire c'est un espèce de libéralisme à outrance, on peut dire un espèce de... Allez, effectivement, mais non, c'est pas du libéralisme. Caché derrière un capital monopolistique, mais en essayant de se coller une image libérale. Parce qu'en fait... Oui, ils veulent se coller une image libérale, mais ils disent on respecte la concurrence et tout, mais c'est là que je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est monopolistique. Je vois pas de concurrence. Bien sûr. Parce que même aujourd'hui, si tu y penses, par exemple, regarde, tu prends une boulangerie, par exemple, Ronde des Pins ou Banette, etc., qui sont en fait des grosses marques, des grosses sociétés, puisqu'ils te fournissent la farine, ils te fournissent les machins, etc., etc. Donc en fait, ils sont en train de dépouiller, pour moi, les personnes de leur outil de production. Bien sûr. C'est pas du tout du libéralisme, genre le petit ouvrier, l'artisan, etc. Non, pas du tout, c'est tout l'inverse. C'est la McDonaldisation des artisans. Voilà. Le capitalisme, si tu veux, se sublime en étatisme, partout. En étatisme et en impérialisme. C'est ce qu'on voit aux États-Unis. C'est-à-dire que Lénine a dit l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Moi, je dirais que l'étatiste, c'est le stade ultime du capitalisme. D'accord. Hein? Voilà, c'est le stade ultime. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus que 3-4 mecs. On voit, il n'y a plus que Microsoft, il n'y a plus que, si tu veux, tu n'as plus qu'une main. Et puis, tu n'as plus que l'État derrière. Et puis tu as l'armée qui devient quelque chose d'absolument énorme. Et tu as un État omnipotent comme il y a aux États-Unis. Hein, un État qui a un nombre de fonctionnaires absolument incroyable. Alors, c'est vachement rare ce que tu dis, parce que les États-Unis, les gens ont plutôt l'habitude de penser, donc comme un gros cliché, on fustige la France, par exemple, d'avoir trop de fonctionnaires, et les États-Unis seraient justement... il n'y aurait pas de fonctionnaires, alors c'est tout l'inverse. Tu prends déjà tous ceux qui travaillent dans la NSA, dans l'armée, c'est absolument énorme, quoi. En fait, la différence, c'est parce qu'aux États-Unis, on peut se faire virer de l'administration, contrairement à la France. Voilà, c'est ça la seule différence. Mais ils ont une administration énorme. Le capitalisme n'est absolument pas libéral, donc parler de libéralisme pour le capitalisme, c'est un non-sens absolu, et que à partir de là, si tu veux, il y a dans la lutte politique des clercs, il y a une habitude d'inverser l'idéologie, d'en faire toujours le contraire. Oui, d'accord. On se bat en prenant une idée, l'idée on va prendre la décroissance. Tu sais qu'il en a parlé, hein, c'est marrant, il en a parlé justement de cette idée que justement, d'inverser. Exactement, que le système générait les contraires. Il disait que c'était une stratégie anglo-saxonne justement pour générer les contraires et provoquer la réaction de l'autre. Absolument. Non, mais ça c'est absolument vrai. Mais ça c'est général. Hein. Quand tu prends l'Église qui s'accapare Saint François d'Assise, aujourd'hui, les clercs d'aujourd'hui s'accaparent l'écologie, s'accaparent la décroissance, s'accaparent la mondialisation, s'accaparent la gauche. Ouais. Et donc s'accaparent ils vont dire que le libéralisme c'est dégueulasse, parce que enfin le libéralisme c'est quand même l'idéologie de la liberté.
Donc quand tu vas dire que le libéralisme c'est dégueulasse, c'est peut-être parce que contre la liberté. les mots ont un alors, sens, je sais pas. et peut-être que justement c'est parce que le sens est galvaudé, quoi, le sens du mot libéralisme. Parce qu'aujourd'hui, libéralisme, j'avoue, en France, c'est mal vu. Hein. Tu dis, je suis un libéral, moi je dis, je suis pas bien. libéral. Messieurs, voilà. Moi, libéral, je suis un libéral voilà. libertaire. Je suis pour la liberté. Voilà. Et donc, étant un libéral libertaire et pour la liberté, je suis pour la liberté des nations. Et je suis pour ma nation, je suis pour les frontières. Tu vas pas que le pote de Adrien Aboisi, hein, parce que il définit l'idéologie. Alors non, parce que je dis ça parce qu'il va venir dans pas longtemps ici, donc ça se trouve même peut-être il regarde. Et lui, il définit l'idéologie justement dominante du moment comme une idéologie libéraux-libertaire. C'est exactement le contraire. Ah, c'est encore un nouveau clash. L'inverse. C'est l'inverse encore. C'est l'inverse. Non, lui, il dit que toute l'idéologie dominante se profile de ce côté-là. C'est d'une stupidité monumentale. Je suis désolé, parce que dans notre société, tout concourt à aller à l'encontre des libertés. Enfin, tu le vois bien, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord. On veut la liberté de tout. Regarde, le mariage pour tous, c'est bien la liberté pour... comme si le mariage c'était la liberté. C'est des libertés sociétales. Mais la théorie du genre qui veut que... qui est une théorie ramenée par des féministes qui dit que les femmes ne sont pas vraiment des femmes, machin, tu as l'imitation de vitesse, tu as une multiplication de lois justement, il a une formule que j'adore, il dit « tout est permis, rien n'est possible ». Et je trouve... justement, tout est permis, rien n'est possible. C'est bien que il y a une tartufferie, tout ça. Ah oui, pour lui, c'est une tartufferie. Ah bah oui, mais dans la réalité, c'est pas libéral du tout. Enfin, on voit bien qu'on est surveillé, on voit bien qu'on essaye de faire notre émission, on nous casse les pieds. On voit bien que si je téléphone à ma femme en lui demandant « est-ce que tu as ramené le pain ?» tout ça, ça va à la NSA. Tout le monde, on est surveillé, que c'est une société orwellienne, enfin. Donc c'est bien le contraire du libéralisme. Dans la réalité, il ne faut pas me raconter des conneries, qu'on est dans une société libérale-libertaire. Non, mais enfin, je suis abasourdi quand j'entends des choses pareilles. Abasourdi. Pour être un libéral-libertaire, il faut être un nationaliste. Un nationaliste est un libéral-libertaire. Voilà. Un nationaliste. Je suis nationaliste. Je suis ça aussi, ça plaît pas comme la mot, nation. encore. Mais moi, j'en ai rien à foutre, je suis pas là pour ça. Voilà. Je suis pour la nation, parce que seule la nation peut permettre de sauvegarder un corpus de lois, qui vont obliger les partenaires sociaux, les exploiteurs, les obliger à les conformer dans un système qui va faire que ça fonctionne. Ouais. Comme ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Pourquoi ça ne pourrait pas refonctionner? Ça a déjà fonctionné. Ça pourrait refonctionner. Et pour ça, il faut qu'on ait des frontières et qu'on oblige, avec des lois sociales, les gens à faire comme on faisait avant. Donc c'est pour ça qu'il faut être pour la nation. Seule une révolution nationale pourra permettre de revenir à des choses qui puissent fonctionner pour tout le monde, puisque même on a vu que c'est même l'intérêt des capitalistes d'avoir un marché et de pouvoir, parce que cette histoire de faire fonctionner la bulle financière, ça va pas marcher, ça se trouve dans un an ou deux, au plus tout va s'écrouler, tu vois. Tu peux pas mettre le pétrole à je sais pas moi, à 100 € le litre, enfin c'est pas possible, quoi. Donc voilà, donc il y a une limite. S'il y a une limite, c'est bien la limite à la spéculation. Tu vois? Là, il y a une limite. Tu vois? Et donc il faut en revenir à quelque chose qui est raisonnable, à quelque chose, à un ensemble de nations qui échangent dans un système de réseau. Voilà, tu échanges avec des accords bilatéraux avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec la Chine. Pareil, pourquoi plus avec l'Allemagne qu'avec la Chine ou moins? Bon, donc il faut en revenir à notre nation. Il faut en revenir à notre nation et remettre des lois qui soient dans l'intérêt des gens. Voilà. Pourquoi nous, il n'y aurait que des choses qui iraient à l'encontre de nos intérêts? Donc nous, on est des citoyens, on voudrait qu'il y ait à nouveau des lois qui aillent donc ça veut dire dans le sens de nos intérêts. Parce que là, notre pouvoir, il a été confisqué
par les grandes sociétés monopolisées, par les monopolistiques, par les grandes sociétés mondialistes. Avec le soutien, il faut le préciser, d'hommes politiques. Ça n'aurait jamais pu se faire sans cette collusion, quoi, on va dire. Donc on va reparler de cette nouvelle révolution française, d'où on a des acquis idéologiques en France. Je parle d'acquis idéologiques, les acquis de 1789 et des droits de l'homme. Ces acquis sont basés sur la souveraineté des nations, c'est le point numéro 1, c'est l'article 3, et sur la loi. C'est les deux éléments. La loi et la souveraineté des nations. Ça, ce sont les deux fondements de l'idéologie française née au XVIIIe siècle et sur lequel essayent de se baser un certain nombre d'autres nations. Alors, évidemment, on essaye toujours de faire du négatif avec du positif. On l'a vu maintes fois, depuis François d'Assise et depuis pas mal de choses, c'est-à-dire que le pouvoir essaye de détourner les choses. Mais nous, il faut qu'on reprenne au mot nos symboles. On a des symboles. On n'a qu'à se les accaparer et dire, ben voilà, la souveraineté, elle n'est pas à l'article 3, il n'est pas du tout respecté. L'article 3, il n'est pas respecté. Et donc, il faut en revenir à la loi, il faut en revenir aux lois sociales, et si tu veux revenir aux lois sociales, tu es bien obligé de faire des frontières. Voilà la seule révolution, la seule néo-révolution qu'on a à faire. On doit continuer la révolution de 1789, qui n'a pas été respectée, qui est tombée à l'eau. Il faut la reprendre. C'est pour ça, d'où l'idée de nouvelle révolution française. Revenir aux principes de base qui sont la restauration de la nation. C'est ça. Et donc, là, on va passer la vue 32. Alors là, on voit. Donc on voit Jean Moulin, l'exemple. Alors Leclerc. Tu as un exemple absolument important qui est l'exemple du CNR. Et comment les patrons, qui étaient en général des collaborateurs, ont pris la trouille et ont permis d'établir des lois sociales. Bon, alors là, j'ai repris des images des icônes de France, des icônes qui sont des icônes qui représentent la nation, c'est-à-dire la droite à droite, c'est-à-dire la droite nationaliste du général de Gaulle et Leclerc de Haute-Cloque, qui étaient les deux étaient membres de l'Action française, des Maurassiens, mais qui étaient des patriotes. Ils étaient des patriotes. On s'en fout qu'ils soient Maurassiens, ils étaient des patriotes. Et qu'est-ce que tu as à droite? Tu as Jean Moulin qui était radical socialiste, et tu as Colonel Fabien qui était un rouge, un communiste. Qu'est-ce qui fait que ces 4 personnes sont sur le même drapeau? C'est pas parce qu'il y en a un qui était membre de l'Action française et un autre membre du Parti communiste. On n'en a rien à foutre. Ce qui les caractérise, c'est que c'était des patriotes. Et que leur action a justement permis, le CNR a permis les lois sociales. D'abord, a permis à la France de recouvrer son indépendance, pas longtemps, parce qu'elle a été accaparée par les États-Unis, mais leur action a permis au moins un certain renouveau de la France, quoi. Et puis l'honneur de la France, si tu veux. Donc, ce qui est important, c'est pas d'être maurassien, c'est pas d'être marxiste, c'est pas d'être socialiste, c'est pas d'être libéral, libertaire, d'être n'importe quoi, des mots dont on n'a rien à foutre. Rien à foutre. Ce qui est important, c'est de défendre sa nation et sa patrie. Voilà. Point. Ça, c'est la ligne. Parce que là, faut le dire, là, c'est un moment où la France allait au bord de disparaître, quoi, carrément. Voilà. Donc il y a une unité indispensable entre, effectivement, comme tu dis, un colonel Fabien de Gaulle qui, à la base, n'appartiennent pas à la même classe, aux mêmes intérêts de classe. Voilà.
Exactement. Mais ils ont un intérêt supérieur qui est l'intérêt national. Supérieur qui est l'intérêt national. Et il n'y a que ça qui importe. Il n'y a que ça qui mobilise, si tu veux. Hein, c'est peut-être abstrait. Hein. Pourquoi Leclerc de Haute-Cloque, il est patriote? Pourquoi De Gaulle, qui est d'une caste de militaire, il est patriote? J'en sais rien, il faudra lui demander. Hein. Moi, je comprends que, moi j'ai été communiste, je comprends pourquoi le colonel Fabien, il est patriote. Je comprends, parce que c'est logique. Alors. Si tu veux, quand tu es communiste, c'est logique d'être patriote. Voilà. Mais pourquoi la... Je vais essayer de conclure. Hein, donc là, on est bien dans la nouvelle. C'est bon, ça marche. Bon, donc on est bien, on comprend bien que face à l'aspect automatique du capitalisme, hein, à l'aspect non maîtrisable, hein, on est bien d'accord que c'est pas maîtrisable, hein, que chaque capitaliste réagit selon sa end bottom line, voilà, s'en fout du reste, que on est bien obligé de mettre de la loi, bien sûr, pour maîtriser ça, et on est bien obligé de mettre de la nation. Et que c'est bien le contraire que font les autres. Les autres, ils sont justement contre la nation, pour le mondialisme et tout le bazar. Bon. Donc, on voit bien que tant qu'on est dans le système actuel de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro, on sait qu'on va aller vers une catastrophe. Ouais, c'est clair. C'est clair, vers une catastrophe. Puis dans peu de temps. Dans peu de temps, oui, dans peu de temps. Une véritable... on est inexorablement entraîné de façon économique, façon politique, façon militaire, dans un gouffre. Et qu'on sait qu'en plus, on vit dans une société où les libertés se restreignent, donc on est de plus en plus éloigné du libertarien, on est de moins en moins libéral, hein, puisqu'on est de plus en plus surveillé, on est de plus en plus restreint sur nos libertés. Alors, particulier liberté individuelle qui disparaissent à grand part. Ceux qui parlent de libéralisme, enfin moi ça me concerne, mais bon, ça fait rien, c'est comme ça. Bon, donc eh bien, il va bien falloir faire quelque chose. Bien d'accord. C'est-à-dire que si on reste les deux pieds dans le même sabot, on va forcément vers la catastrophe. Bon, alors maintenant, que faire? Ah ben, solution. Parce qu'on doit apporter des solutions aux gens. Que faire? Alors, maintenant, que faire? Que faire? Ensuite, que faire? Alors, on fait quoi alors? Voilà. Maintenant, alors, on sait, alors, on va dire, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait, dans l'idéal, qu'il y ait un référendum et qui pose la question aux gens, êtes-vous pour continuer dans le système actuel ou êtes-vous d'accord pour en sortir? Parce qu'il n'y a pas de solution. Ou tu es dedans, dans l'UE, l'euro et l'OTAN, hein, c'est ça, tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Ouais. Voilà. Donc la question c'est, est-ce que vous voulez continuer dans ce bazar ou sortir de ce bazar? Hein, il faudrait qu'on pose la question aux Français et il faudrait que dans ce fameux référendum, que ceux qui sont pour, ceux qui sont contre puissent s'exprimer de la même manière au niveau des médias. Tu vois, hein? Mais là, il ne faut pas rêver. Jamais tu auras ça. Bah jamais, faut même pas en rêve. Même pas en rêve, comme disent les jeunes. Même pas en rêve. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah se révolter, alors c'est quoi? Alors, se révolter. Bon. On fait comment? Maintenant, il y a le problème. On va revenir à nos petites images. Hein. On va revenir. Ah, j'avais l'image de Valmy. C'est-à-dire, moi, je reviens à ma Révolution française, je suis désolé. Ah ben, c'est le thème, ça tombe bien. Je suis désolé, cher monomaniaque de la Révolution française. Cher Pierre Hillard, je vous aime bien. Pierre Hillard, franchement, il défend bien son idéologie. Et moi, je partage certaines de ses vues, c'est-à-dire qu'il dit que la Révolution française a fait exploser des structures, etc. Et que finalement, même s'il pouvait y avoir quelque chose de bien de base, ça a dérivé, Alors moi je me base sur... alors c'est la vue 28. Alors elle est magnifique. Je me base sur ce qui existait, parce que tu ne peux te baser que sur des trucs qui ont marché, pas sur des utopies.
Et donc, je sais qu'en 89, puis qu'il y a eu 92 et 93, finalement, au début, c'était une révolte, et puis ça a tourné de fil en aiguille en révolution, et puis il y a eu la Convention qui a commencé à mettre en scène tout ça. Et puis, on a eu des invasions étrangères. Tu vois, hein? Il y a Brunswick qui est venu, et puis les Anglais qui ont aidé les Chouans derrière, et la France a commencé à être pris en tenaille par l'étranger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux choses. Un, il y a eu des volontaires. On a recruté des volontaires, des fédérés, qui sont venus, qui ont chanté la Marseillaise, etc. On a vu les trucs. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des chefs militaires, des généraux, professionnels, hein, comme Bonaparte, comme Kellermann, comme Dumouriez, des professionnels de la profession de général qui sont venus et qui ont encadré ces gens-là et qui ont constitué une armée réelle qui a permis au peuple de France de vaincre l'étranger. Donc on a eu ces militaires qui ont permis de faire ça. Hein. Et donc, effectivement, quand tu vois ça, tu peux revenir au tableau précédent. Hein. Là, on va revenir à, par exemple, ici, à l'image, où on voit, c'est laquelle? Là, je vois mal. Hein, le général de Gaulle. C'est la vue 30, hein, passe-nous la vue 30. Ici, c'est plus Kellermann, c'est plus Dumouriez. Hein. C'est de Gaulle. C'est de Gaulle, Kellermann, et c'est Leclerc de Haute-Cloque du Mourier, c'est-à-dire des généraux professionnels, patriotes, qui ont pris en main le destin de la France et qui ont pris en main des va-nu-pieds, qui en ont fait des militaires, qui ont fait une armée et qui ont sauvé l'honneur de la France. Hein. Donc moi je me base sur ces deux aspects qui ont fonctionné. Et effectivement, moi je me dis, de toute façon, comme André Vauquelin qui a écrit son bouquin, je me dis, mais rien ne pourra se faire sans l'armée française. Il faut quoi, un coup d'état militaire alors? Hein? Donc ça, c'est la vue combien? La vue, la dernière. Hein? Tu prends la dernière avec les chars sur les Champs-Élysées. Un coup d'état militaire alors, on va dire. Un coup d'état... Alors moi, je suis pas rien. Simplement, moi, j'observe l'histoire, j'observe les choses. Je me dis, soit, il y a deux solutions. Soit la France va vers une catastrophe économique et des révoltes type bonnet rouge, ou des gens qui vont finir par tout casser, hein, par tout casser, par simple colère, hein, et qu'on va vers des émeutes. On va vers des émeutes qui pourraient s'avérer extrêmement graves. Hein. Soit il y a un changement dans l'ordre. C'est-à-dire un changement dans l'ordre, c'est-à-dire des gens qui obligent, qui vont rétablir la République et la démocratie, rétablir la souveraineté du peuple. C'est-à-dire qui vont dire, voilà, eh bien c'est au peuple français de juger s'il veut continuer dans la voie du merdier de l'Union européenne et du machin, ou s'il veut en sortir. Parce que tu vois très bien que ce n'est pas eux-mêmes qui vont le faire, ça. Tous les partis politiques, tous les politiciens sont dans le système. Bah tous les politiciens sont dans le système. Tous les politiciens sont pour le système. C'est pour ça un coup d'État, mais alors quoi, un militaire qui vient à la De Gaulle, parce que De Gaulle c'est un coup d'État militaire. Oui, De Gaulle c'est un coup d'État militaire. Il a dit non, mais c'est De Gaulle, un coup d'État militaire, et tout de suite après il fait un référendum. Oui. Hein? C'est vrai. Voilà. Mais il prend le pouvoir aussi, force quand même il entoure les députés avec les parachutistes, on connaît tous l'opération, comment s'appelait cette opération comment elle a été faite, d'ailleurs avec l'aide des Américains au départ. Avec l'aide des Américains, qui étaient d'accord pour ce coup d'État en France. Ouais. Parce qu'au départ, ils devaient garder l'Algérie française, puis bon... Moi, je veux pas être comme les mecs d'extrême droite, je suis pas d'extrême droite, moi je suis nationaliste. Pour moi, un nationaliste peut être que d'extrême gauche. Mais bon, moi, je suis dans la logique. Dans la logique. Alors, je vais te poser une question. Je suis dans la logique. Avocat du diable. Je me dis, dans le système actuel,
il n'y a aucune chance qu'il y ait une modification. Bah justement, quelconque. alors, Aucune. Zéro. question avocat du diable, hein, je vais les nommer ces questions-là, justement, puisque l'intérêt national passe au-dessus des intérêts de chapelle, comme on l'a vu dans le CNR, Ouais. alors pourquoi on ne peut pas faire l'alliance avec l'extrême droite? Alors, très bonne question, mon ami. Mais pour moi, je dis je suis d'extrême gauche parce que je rigole. Mais en fait, je suis de rien du tout. Ouais. J'en ai rien à foutre. Comme je t'ai montré, sur le drapeau français, il y avait des mecs à droite qui étaient qualifiés d'extrême droite et des mecs à gauche qui étaient qualifiés d'extrême gauche. Mais on n'en a rien à foutre. Eux, ils ont tous combattu pour le même drapeau, pour la patrie. Oui, parce qu'ils ont mis l'intérêt national au-dessus, mais est-ce que la situation de la France, elle est tellement comparable, justement, à cette, Elle va commencer à être comparable. Les exigences n'imposeraient pas que, j'ai envie de te dire, voilà, qu'il faut aller parler, alors, dans ce cas, avec l'extrême droite. Bah, bien sûr. Enfin, l'attitude inverse de l'extrême gauche, d'ailleurs, qui dit on ne parle pas avec l'extrême droite. Mais qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? Alors qu'on m'indique ce que c'est que l'extrême droite. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors dis-moi, parle-moi des noms. Donne-moi des noms. C'est quoi l'extrême droite? Bah, en France, l'extrême droite est symbolisée, hein, je vais être très cliché, mais par évidemment le Front National et tous les mouvements. Alors, il y a les mouvements, ce qu'on appelle dits identitaires. Ça, c'est les nouveaux mouvements, type riposte laïque, F de souche, voilà, bloc identitaire, etc. C'est ces mouvements qui se revendiquent identitaires. Bonne question. Front National, en réponse, moi, je ne fais pas confiance aux partis politiques institutionnels. Pourquoi? Tu prends un parti politique, hein, et puis tu vas mettre 2-3 millions de dollars chez les dirigeants, puis c'est terminé. Okay. C'est ce qui se passe tout le temps. Donc, l'avenir n'est certainement pas aux partis politiques, et pas plus au Front National qu'au Front de gauche et que n'importe quoi. Bon, ça c'est un fait. Maintenant, il y a des partis identitaires. Maintenant, des partis qui vont diviser les Français, c'est ça, hein, et qui vont désigner des boucs émissaires, bah ça ne marchera pas non plus. Parce que la nouvelle révolution française ne peut fonctionner que dans l'union nationale, que dans l'union des Français. Si tu commences à dire, bah là, il y a des musulmans, des Français musulmans, qu'est-ce que tu vas foutre des Français musulmans? Tu vas les foutre à la baille? Bah non, tu vas vouloir refaire, comme il y avait pendant la guerre, mettre juifs sur les passeports? Enfin, bon, alors au Front National, il y a deux tendances. On va dire qu'il y a la tendance, allez, je vais faire encore l'avocat du diable, il y a la tendance Marine Le Pen qui... effectivement, tape sur les musulmans dès qu'elle en a l'occasion. Et puis, il y a la tendance Philippot, droite sociale, un peu, avec un discours très je vous tends la main, etc. Moi, j'ai la parole. C'est de l'apparence, peut-être. Hein. Moi j'ai la parole, donc je donne mon point de vue. J'ai cette chance-là. Moi, je pense que il n'y a rien à faire avec des institutions, rien à faire, que la pratique sociale, aujourd'hui, ça commence à être une pratique de réseau. Hein, et que moi, déjà, sur ma page Facebook, j'ai 5000 amis, j'en ai déjà plus que l'UPR. Sur ma page Facebook, j'ai plus d'adhérents que l'UPR. Ah, que d'adhérents, oui. Tu vois? Voilà. Donc, on voit bien que le réseau, lui, je ne dirais rien. Il va devenir de plus en plus puissant en regard des partis politiques, tu vois, hein, plus en plus puissant, et que c'est bien ces associations de réseaux sociaux, de comités de citoyens, qui doivent prendre en charge les choses. Hein. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Étienne Chouard est venu et a exposé son point de vue. Tu vois? Oui. Hein, tout à fait, ouais, bien sûr. Voilà. Étienne Chouard, lui, il est contre les partis politiques. Hein, moi aussi. Moi aussi. Moi, je pense que l'avenir politique, c'est ce que Étienne Chouard, il explique. Ouais, mais Étienne Chouard, c'est la recette pour arriver. C'est-à-dire, ou alors, il faut... Alors, je vais encore faire l'avocat du diable, hein, puisque je suis là pour ça. Dans ce cas, il nous faut j'ai presque à dire, un Chouard-Soral. Parce que s'il nous faudrait Chouard pour la solution politique, mais Soral lui dit il faut qu'il y ait des militaires qui reprennent le pouvoir en France
Ouais, peut-être que Soral il dit ça, mais Soral il dit que les malheurs du peuple, c'est les juifs et les francs-maçons. Non, là tu caricatures. Ouais, je caricature. Tu caricatures, c'est mais plus si tu compliqué veux, que ça. tu prends Parce que je veux dire, la solution de Soral... La solution de Soral, Soral ne dit pas que des conneries. Soral dit pas que des conneries. Hein, il en dit un petit peu, mais si tu prends Soral, tu prends Vincent Vauquelin qui a écrit un livre là-dessus, si tu veux, force est de constater que c'est la logique. Moi, je ne veux pas m'opposer à des gens que je n'aime pas parce que je les aime pas. S'il y a quelqu'un que je n'aime pas et qui dit quelque chose qui est logique, je dis c'est logique. Mais tu vois, c'est vachement marrant parce que, juste, hein, pour te dire, tu vois, c'est pour ça que je me fais l'avocat du diable. On m'a écrit un mail tout à l'heure et on me dit oui, c'est pas mal, mais vous invitez beaucoup de personnalités de droite. Et tu étais dans la liste. Je suis de droite, c'est ce que on va citer. Tu vois que c'est parce que pour les gens aujourd'hui, défendre la nation, c'est de droite, forcément. Ah bah oui, mais ça faut. Bah oui, bah là il faut revoir ces classiques, j'ai envie de leur dire. Parce que il faut savoir, est-ce que le Parti communiste du temps de Marchais était de droite? Il faut leur poser la question. Ils ont oublié. Ils n'étaient plus là. Voilà. Parce que comme tu dis, les communistes de base, c'est la nation. C'est très important pour les communistes, la défense de la nation. C'est eux qui ont versé l'oncle de Francine qui est là, qui nous écoute, il adhère au Parti communiste en 1942. Est-ce que tu crois que son oncle, il est adhéré au Parti communiste en 1942 pour établir le communisme ou pour libérer la France? C'est pour libérer la France. C'est clair. Voilà, donc dire que défendre la nation... c'est une idée qui passe pour les gens. C'est pour ça que c'est bien de rétablir la balance, je te le dis. Alors, il faut voir que toutes les idées de 1789, c'est de droite. Puisque était basé sur la défense de la nation. Notre drapeau français, c'est un drapeau fasciste, le blanc-rouge. Mais tu sais que les gens... Regarde, j'ai déjà eu une conversation chez des amis il y a quelques années. Quand je leur disais il faut que la France retrouve sa souveraineté nationale, je passais pour un UPDiste. J'avais presque dit un gros mot dans la soirée qui avait fâché tout le monde. Chanter la Marseillaise, non mais c'est le mot souveraineté nationale. On m'a dit, tu peux pas parler comme ça. On m'a dit, tu peux pas parler de souveraineté nationale. C'était un gros mot. C'est un gros mot maintenant dans le langage actuel. C'est-à-dire, quand tu dis je suis nationaliste, j'aime la souveraineté nationale, pour les gens, c'est pour ça que tu ne peux plus parler ces histoires de droite et de gauche. De toute façon, c'est quoi la gauche? Est-ce que la gauche, c'est ce putain de Hollande et de socialistes qui sont de gauche? Ces gens-là, ils sont pas... Qu'est-ce qui permet de dire qu'ils sont de gauche? Je vois pas. Ils ne sont pas de gauche. Ils ont enterré toutes les lois sociales, ils ont enterré, ils ont permis d'abaisser le niveau de vie, ils ont permis les délocalisations. Enfin, ils ne sont jamais de gauche. Jamais. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, cette définition de la politique en droite ou gauche n'est plus valide. Elle veut strictement rien dire. Toutes les lignes politiques, elles ont explosé, on peut le dire. C'est pour ça que je dis, justement, puisqu'il n'y a plus de lignes politiques, parce qu'évidemment, les lignes politiques, justement, ont carrément volé en éclats, est-ce que, justement, le système, on ne peut pas lui faire un pied de nez en faisant des alliances inattendues avec, justement, des gens qui pensent la même chose que nous, mais avec qui on est censé être ennemis? Bien sûr. Bien sûr. Et ce serait pas ça le nouveau CNR, puisque tout le monde veut faire ce nouveau CNR. Parce que le nouveau CNR, c'est pas mettre à la table des gens qui de toute façon, à la base, sont désignés par le système pour être ennemis. Tu vois, j'ai presque envie de dire, allez, je vais à l'extrême, on prend une table, on met Serge Ayoub et le chef des Antifas. Et en fait, ils doivent parler ensemble. C'est un peu ça, la situation. Ici, j'ai demandé sur ma page Facebook, j'ai des gens du Front National, j'ai des gens du Front de gauche. J'aurais deux leaders, Ariane Walter et Grégory Génaro. Grégory Génaro, il a été responsable du FNJ de la région PACA. Je l'ai rencontré, il est très sympa d'ailleurs. Oui, très sympa. Très sympa, je lui passe le bonjour. C'est un pote. En plus, d'ici qu'on me ressorte la photo, parce que j'ai fait une photo avec lui, alors on va me dire, oui, t'as fait une photo avec un mec du Front National. Oui, je l'ai fait, et c'était très sympa. Il y a Ariane Walter, je ne sais pas si tu la connais, elle nous regarde aussi. Ariane Walter, elle est très proche de Mélenchon. Oui, je connais le nom, je ne l'ai jamais rencontré, mais je connais le nom. Je lui ai dit, écoutez, vous venez par Skype, vous discutez sur Meta TV, Front National, Front de Gauche. Ce serait génial. Oui, mais ils n'ont pas voulu.
Tu vois que Voilà, encore même dur. discuter, ils veulent pas, à un moment donné... Pourtant, ils sont d'accord sur tout, Ben voilà, presque. mais c'est ça. Ils sont d'accord sur tout. Parce que si on place l'intérêt national au-dessus, et finalement, voilà, quand j'écoute les mecs du Front National, j'écoute les mecs du Front de gauche, franchement, des terrains communs, il y en a comme ça. Voilà, donc alors après, il y a deux choses à éviter, évidemment. L'écueil, c'est on évite de parler d'immigration, on évite de parler... du mariage gay. De mariage gay, c'est-à-dire des sujets sociétaux, mais sur le fond, les grands axes. Et c'est, nous, on va essayer. Il faudra charcler après sur ces grands axes, sur ces sujets de société. Mais sur le fond, il faut que, faut que ça discute. On peut lancer un appel ici. Alors on lance un appel. S'il y a des gens qui appartiennent au Front National ou qui prétendent être de droite et qui veulent discuter avec des gens du Front de gauche qui prétendent être de gauche, tous les esprits bienveillants. Il nous ferait bien plaisir et ce serait extrêmement intéressant sur Méta TV qu'il y ait des échanges de points de vue. Tout à fait. Voilà, c'est un petit peu le but qu'on aimerait amener. Et rompre ce tabou et cette j'ai envie de dire, ce cadre institutionnalisé où on te dit lui c'est ton ennemi et voilà, et tu peux pas parler avec lui et tu pourras jamais rien en tirer. Parce qu'il faut sortir des sentiers, sortir. Alors, donc, pour conclure, il faut bien qu'on aille se coucher. Oui. On est bien d'accord que la restauration de la nation, c'est le passage obligé de la nouvelle Révolution française. Tout à fait. On est d'accord. Hein, et que, quand même, on est d'accord que la souveraineté nationale, l'idée, elle est bien issue de Rousseau. C'est-à-dire des idées et la Révolution française. De la Révolution française. Donc, je dis bien à mon ami Pierre Hillard que, quand même, la meilleure antidote à la mondialisation, c'est bien l'idéologie française. L'idéologie française, c'est cet ensemble qui a été donné au monde. Qui a permis les nationalités, le droit international, qui n'est pas respecté, et que même, j'ai voulu que Thierry Messant parle aussi ce soir un peu encore du droit international, et de la liberté des nations, et qu'on oppose à l'impérialisme. Parce que Pierre Hillard, il a dit, ah oui, mais la Russie, elle veut faire un ensemble supranational. La Russie, quand même, elle s'oppose, elle veut établir le droit international. Parce que si on veut qu'il y ait des nations indépendantes, ça pourra se faire que par le droit. Il n'y a que le droit international qui pourront faire qu'il y ait de la liberté des nations. Voilà. Et donc ce droit international est quand même issu des idées de la Révolution française. Voilà, donc je défends la Révolution française de 1789, je suis un libéral nationaliste. Voilà, chers amis, alors essayez de faire une chose comme ça. Le débat est lancé, voilà, si j'ose dire. En fait, je suis ni de gauche ni de droite, je dis que tout ça c'est du pipeau, que ça ne veut plus rien dire, et que je suis mes amis, tous mes amis sont ceux qui veulent défendre ce concept de nation. Voilà. Donc, ce sont mes amis, qu'on soit d'accord, pas d'accord, derrière, ou plus ou moins, peu importe. Il faut revenir au drapeau, on va mettre la vue 32, on va la remettre en finale, qui est symbolique, cette revue, de ce que peut être la nation dans la diversité de pseudo-opinions, en fait. De pseudo-opinions. Parce qu'ils étaient à l'Action française, à ceux de droite, mais ils n'en avaient rien à foutre, parce que c'était des militaires et qu'il fallait être à l'Action française. Voilà. Bon. Eh ben merci Alain pour cette émission, émission spéciale en VOD avec toutes les péripéties. Donc là, vous nous découvrez que sur Internet. En tout cas, le débat continue. Je pense que c'est on pourrait dire un sujet un peu inépuisable. Inépuisable, c'est le mot. C'est inépuisable. En tout cas, nous, on continuera. Et surtout, justement, on demande ce rapprochement. Ne soyez pas sectaires. Ne soyez pas sectaires. Sortez de la secte. Voilà. Allez, à plus tard. On se retrouve, bien sûr, comme d'habitude, tous les soirs, 21h, minuit, metatv.org. Ciao les gars.